Nous allons recevoir maintenant un autre invité. Lui, c'est M. Norbert Yamba, acteur de développement, cadre à l'UDPS et puis notable du Sankoro. Nous allons parler du Sankoro. C'est vrai que juste au début de cette émission, j'ai fait un zoom sur la province du Sankoro, qui a une superficie de 104 331 km². Mais nous avons l'impression que... Enfin, je vous dis d'abord bonjour, bonjour M. Yamba. Bonjour, bonjour Dieudonné. Voilà. Mais nous avons l'impression que il y a, enfin, deux villes se disputent le chef-lieu de cette province. Tantôt c'est Lodja, tantôt c'est Lusambo. Finalement, quel est le chef-lieu de la province du Sankoro? Non, jusqu'à preuve du contraire, le chef-lieu de la province du Sankoro, c'est Lusambo. Parce que c'était le chef-lieu du district de Lusambo qui est devenu la province démembrée, du Sankoro. Donc, Lodja, certes, présente des potentialités, des atouts, mais c'est très clair que Lodja n'est pas le chef-lieu. C'est Lusambo, donc. En un mot, c'est Lusambo qui est le chef-lieu de la province du Sankoro. Donc, chers téléspectateurs, nous devons retenir que c'est Lusambo qui est le chef-lieu de la province de Sankoro. Et on y parle l'Otetela. L'Otetela, c'est une langue locale. Mais quelle est la langue nationale la plus utilisée là-bas? C'est quoi? C'est le Swahili, c'est le Chiluba ou quoi? La langue nationale la plus utilisée. Le Lingala ou quoi? C'est l'espace Kassai. Ouais. C'est l'espace Kassai. Et puis, certainement qu'on parle des langues de manière concomitante. Parce qu'il y a d'une part la frontière de l'Équateur, qui se trouve toujours dans les territoires de l'Omela. Et puis, Lodja, c'est une grande agglomération qui reçoit pour la plupart des gens qui viennent d'autres provinces. Or, la langue de prédilection pour l'ensemble de notre pays, aujourd'hui, en tout cas, le Lingala s'est révélé la langue qui est parlée un peu plus que partout. Mais quand vous arrivez à Lusambo, il y a aussi le Chiluba. Mais pour la langue nationale, il faut reconnaître que dans tous les territoires, il y en a 6, c'est le Lingala. C'est le Lingala. Ouais. Donc c'est le Lingala qui est la langue nationale la plus usitée dans la province du Sankoro. Mais la langue locale, c'est l'Otetela. La langue locale... Certainement qu'il y a des variantes, parce qu'il y a plusieurs tribus, compagnies, etc. Mais l'Otetela s'est révélé avoir plusieurs locuteurs par rapport à d'autres langues. Mais aujourd'hui, la province du Sankoro a combien de territoires? Il y a 6 territoires. 6 territoires. 42 secteurs et chefferies. 42 secteurs et chefferies. Oui. Mais il y a des problèmes aujourd'hui de cohabitation entre les chefferies, pour ne pas dire entre les ethnies, c'est-à-dire. Mais à quoi cela est-il dû? Pourtant, le Sankoro, comme d'autres nouvelles provinces, doit se reconstruire. Et pour se reconstruire, il faut que les frères et sœurs du Sankoro vivent en paix. Mais curieusement, il y a des problèmes et tout. Vous savez, cher Dieudonné, moi je suis panafricaniste. Je crois aux valeurs africaines, je crois à la solidarité africaine, je crois à la cohabitation intercommunautaire, etc. Mais croyez-moi, il y a une évolution de la situation, en fait. Le Sankoro, certes, a des Otetela, il y a aussi des Tsongue, il y a aussi des Bakwamputu, il y a aussi les Bakuba, etc. Mais les Otetela sont plus nombreux. Mais les Otetela, ils sont ici d'un ancêtre commun qu'on appelle le Okuchumembele. Et Okuchumembele, c'est ici d'Anamongo, où on retrouve les Topoké, les Mongs de l'Équateur, les Babemba dans les sites Kivu, etc. Mais Okuchumembele... Et les Bankoussou, les Bankoussou dans le Maniema, etc. Il y a 33. Il y a 33 provinces, 33 tribus qui se réclament des Anamongo, en fait. Mais dans les Sankoro, il y a un ancêtre qui a quitté, qui a eu des problèmes avec son frère à l'Équateur, qu'on appelle Okuchumembele, et qui est venu s'installer, et qui a fait 3 enfants. Yanjovu, Yangando et Watambolo. Et ce sont ces enfants-là qui se sont répartis les territoires. Tantôt, ils allaient
même territoire, les trois, les descendants de ces enfants, etc. C'est comme ça que vous allez trouver, par exemple, vous avez les Bahamba à Lodja, vous trouvez les Bahamba à Lomela, vous trouvez les Bahamba à Katako, vous allez trouver les Opombo à Katako, vous trouvez les Opombo à Lomela, etc. Donc, ce sont des gens qui sont ici des mêmes ancêtres communs, mais qui visiblement aujourd'hui fragilisés à cause de velléités politiques. Les hommes politiques, certes, dans cette démocratie mal utilisée, ont tendance à rechercher des postes de repli. C'est-à-dire, lorsqu'ils s'engagent au niveau national à pouvoir arracher quelque chose, et donc, il travaille sa base pour qu'il soit révélé comme étant le leader de sa base. En tant que tel, il peut compétir au niveau national parce qu'il aura montré de quoi il est capable au niveau local. Et lorsqu'il y rentre, lorsqu'il n'arrive pas à gagner au niveau national, à ce moment-là, il y rentre au niveau local. Et comme au niveau local, ce sont des agglomérations qui regroupent plusieurs personnes qui viennent des ethnies différentes, etc. La tendance générale, c'est qu'il faut avoir une base solide. Et la base solide ici suppose sa communauté. Et il essaie de travailler sa communauté. Dans une situation de sécheresse des postes et des emplois au niveau local, parce qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas beaucoup de services publics de l'État, etc. Et donc, il consolide son leadership au niveau de sa communauté en leur disant que ce que vous voyez là, si vous êtes ce que vous êtes, c'est parce que les autres viennent, ils viennent prendre le butin. Et à ce moment-là, les autres se disent, mais tiens, comme le transport devient très difficile, comme on ne sait pas se promener librement dans tous les territoires, etc., la personne qui est née, grandie dans tel ou tel territoire, croit que son territoire est le seul et l'unique qui existe dans ce pays. Et dans ces conditions, lorsqu'il va venir quelqu'un d'autre, il le trouve comme un étranger. Et doublé, par exemple, d'un discours populiste des hommes politiques, très clairement, on a tendance à combattre les autres. Vous voyez, il est vraiment inconcevable. Même dans un territoire, vous trouvez 2, 3, 4 communautés différentes, mais chaque leader politique a tendance à se retrouver, n'est-ce pas, au sein de sa communauté. Et pourtant, il est élu au niveau du territoire où se trouvent toutes ces communautés. Et vous ne serez pas étonné de voir que, bon, tel homme politique, il dit, tel, je m'appelle Yamba Yamba avec la communauté telle. Alors, ça devient un danger public. Et donc, tout cela, sincèrement, Dieu donné, c'est qu'il y a un problème de pauvreté. Et les gens pensent qu'en mettant en route les relations mécaniques, des relations sociologiques, et donc on peut trouver gain de cause. Raison pour laquelle, lorsque telle ou telle personne est nommée ministre, etc., les gens viennent avec des poudres, s'imaginant que c'est la libération de la communauté. Remercions le chef de l'État pour avoir nommé l'un des nôtres. Non, mais ça n'a pas de sens. On est ministre national, c'est pour toute la nation. On est ministre provincial, c'est pour toute la province. Alors mon cher Dieudonné, vous savez, et là, outre ces contraintes sociologiques qui deviennent véritablement des vraies contraintes pour la République, parce que c'est le socle des conflits que nous assistons aujourd'hui, il y a aussi la faiblesse des services publics de l'État. Parce qu'en réalité, l'État est là pour faire la régulation, n'est-ce pas, des comportements des uns des autres. Ben, c'est comme ça qu'on a les cours et tribunaux. C'est comme ça qu'on a la police, c'est comme ça qu'on a l'Agence nationale de renseignement, c'est comme ça qu'on a tous les services qui devraient servir véritablement à réguler les comportements. Si dans l'hypothèse les cours et tribunaux deviennent partisans, si dans l'hypothèse où tel ou tel magistrat, par exemple, tel ou tel cour a été désigné là où il est, simplement parce qu'il y a eu concours d'un homme politique, tel magistrat se réfère à tel homme politique, tu vois, la confrontation devient facile, parce que là, ce n'est plus le droit qui sera dit, ce sera justement l'ordre ou l'orientation de l'homme politique qui a permis naturellement l'affectation de telle ou telle personne. Et quand vous regardez les différents services de l'État,
l'homme de l'ANER, non, il y a quelqu'un qui a démarché pour qu'il soit là. Lorsque vous avez l'homme de la DGM, etc., l'homme des régies financières. Donc les hommes deviennent des hommes des autres. Et là, ça devient un danger public parce qu'en réalité... Au lieu de tenir compte de la carrière de la personne dans ce secteur-là précis, c'est-à-dire qu'il y a des parapluies qui prennent des gens qui sont parachutés. Et c'est un danger public et qui s'est généralisé et dupliqué sur l'ensemble du territoire national. Donc, parce que partout où vous arrivez, on va vous dire que tel général, c'est le général de tel homme politique. Un général devenir l'homme de tel homme politique, c'est gravissime. Et donc, il faut arriver naturellement à travailler dans le sens de pouvoir dépolitiser l'administration publique, etc. Mais il faut reconnaître également que depuis un certain temps, on a assisté à une sorte de déliquescence de l'État. Les fonctionnaires de l'État ne sont plus bien payés. Et puis, on a parlé de la bancarisation. Et la bancarisation ne va pas jusqu'au fin fond. C'est vrai. Et les personnels de l'État qui auraient pu véritablement mieux vivre, on les trouve au niveau de l'administration publique, on les trouve dans les secteurs décentralisés comme la santé, l'éducation, l'agriculture, le développement rural. Tous ces gens-là ont des salaires de chiens. Et par rapport à ça, c'est très clair que, bon, ils ne sont plus à mesure de travailler tel qu'entendu pour donner des grandes performances institutionnelles. Alors maintenant, il va falloir que l'État restaure son autorité. Et restaurer l'autorité suppose prendre des mesures qui vont dans le sens de construire les équilibres entre les citoyens. Et si chacun peut bien se retrouver dans sa vie quotidienne, etc., je pense ça diminue et ça dégonfle les velléités conflictuelles qu'on assiste aujourd'hui. Et croyez-moi... Vous avez dit quelque chose. L'État doit recréer des équilibres entre les différentes couches sociales, mais ça, ça, c'est pas le monopole du gouvernement national. Le gouvernement provincial doit travailler aussi dans ce sens-là. Alors, tout à fait. Vous croyez qu'aujourd'hui, la province du Sankoro est capable de faire ce travail? Mon ami, vous savez, le gouvernement de le pays, le Congo, notre pays, s'est organisé à travers une restructuration géographique de la République. Oui. Cette réorganisation territoriale s'appelle la décentralisation, consacrée dans l'article 3 de la Constitution. Et par rapport à cette décentralisation, le pays est organisé à deux pouvoirs. Il y a le pouvoir central et le pouvoir provincial. Mais le pays est organisé également à 3 niveaux de gouvernance. Il y a la gouvernance au niveau national, la gouvernance au niveau provincial et la gouvernance au niveau local. Donc, à ces différents niveaux, il y a des compétences qui leur sont dévolues. Il y a 36 compétences au niveau national. Le gouvernement national a 36 compétences. Et le gouvernement provincial a 29 compétences. Mais il y a 11 compétences qui sont des compétences partagées ou concurrentes. Et vous avez au niveau local, ce sont les villes, les communes, les secteurs et les chefferies qui ont les personnalités civiles et qui ont aussi des compétences, mais qui sont qui font partie des subdivisions administratives territoriales de la province. Alors, à chaque niveau, il y a une particularité, c'est qu'il y a un budget, il y a un programme. Et ce programme est taillé sur base des compétences qui sont dévolues véritablement aux entités. Alors, maintenant, qui doit pouvoir mettre de l'ordre? Certainement une responsabilité partagée à différents niveaux. Parce que le président de la République, qui est censé être le chef, n'est-ce pas, suprême, il est représenté à différents niveaux. Vous avez réidé en province, certes, il y a un gouverneur qui doit répondre vis-à-vis de l'Assemblée provinciale, mais ce gouverneur représente également le chef de l'État pour construire le cordon ombilical entre l'unité centrale et les différentes entités subalternes. Et quand vous arrivez au niveau des villes, vous avez le maire de ville qui, lui aussi, outre le fait qu'il soit élu par les députés et qu'il a un devoir de redevabilité vis-à-vis des députés de son entité, mais il représente le chef de l'État. Moutantis, au niveau de la commune, le bourgmestre, le chef des secteurs, le chef des chefferies. Et donc, actuellement, sincèrement, parce que ça fait environ une vingtaine d'années que je travaille avec les institutions internationales sur cette question de décentralisation, j'ai eu à accompagner toutes les 26 provinces, 25 plus la ville de Kinshasa. Je dois vous assurer que aujourd'hui,
la question de cette décentralisation, qui est une réforme très fondamentale, depuis le maréchal, et puis les 18 ans, etc., ça n'a vraiment pas fonctionné avec une volonté volontariste. J'ai eu l'impression que ce sont les bailleurs de fonds qui poussent à la décentralisation, au lieu que ça soit véritablement l'affaire des autorités. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, très sincèrement, au niveau provincial, au niveau de la ville, commune, secteur, on a tendance à entendre la main du ciel. Et cette main du ciel, c'est le gouvernement central. On vous dit, écoutez, si rien ne se fait au niveau de l'eau, au niveau de l'électricité, au niveau de l'école, au niveau de la santé, et on va vous dire, écoutez, que le président de la République puisse faire quelque chose. Or, ce sont des compétences qui sont dévolues à la province. Alors maintenant, on dit non, parce qu'il y a une école qui doit être construite, et là, il faut qu'il y ait le gouvernement central. Comment sert le gouvernement central dès lors que l'enseignement primaire et secondaire, c'est un secteur décentralisé. Donc, on n'a pas encore eu une volonté qui se répercute à des anciennes subdivisions administratives, qui étaient un peu presque déconcentrées, pour se prendre véritablement en charge de manière à booster leurs entités. On attend toujours. Et le gouvernement central, qui aurait lui aussi, qui aurait pu appliquer un certain nombre de dispositions constitutionnelles et des lois de la République, l'article 175 de la Constitution, qui souhaiterait qu'il y ait retenu à la source, n'est-ce pas, des recettes en caractère national, essentiellement en caractère national, eh bien écoute, jusqu'à preuve du contraire, cette disposition n'est pas encore d'application. Certainement qu'effectivement, le gouvernement central n'arrête pas à travailler à la place des provinces. Mais il faut sortir véritablement de cette approche de bébé sous biberon. On a besoin d'affirmer l'autonomie des provinces. Il y a un problème aussi. Moi, je voudrais vous poser une question. Ouais. Est-ce que les provinces ravitaillent suffisamment le trésor public pour que le gouvernement national puisse bien faire ces rétrocessions que les provinces réclament à tout moment? Parce qu'il y a des provinces qui sont vraiment démunies, ou c'est pas moi, qui manquent des ressources, hein, qui peuvent les aider à générer de grosses recettes pour envoyer de l'argent dans le trésor public et permettre au gouvernement de pouvoir effectuer une bonne rétrocession. Oui, mais... Aujourd'hui, pourquoi nous parlons de la province de Sankourou? Parce que la province de Sankourou a assez de ressources, hein, qui peuvent lui permettre de générer des recettes capables de l'aider à réaliser certains projets dans le sens du développement de la province et aussi d'envoyer quelque chose dans le trésor public. Vous posez une question pertinente, des données, mais je voudrais simplement dire et constater avec tout le monde qu'il y a un problème de civisme fiscal dans notre pays. Prenez le cas, par exemple, des communes de Kimbaseke. C'est 3 millions d'habitants. C'est 2 fois la population du Gabon. C'est 3 fois la population de Guinée équatoriale. Donc c'est 3 pays réunis. On est incapable de construire même un bâtiment administratif. Vous imaginez. C'est que très clairement, les 3 millions déjà ne sont pas en mesure de payer les impôts, etc. Là, c'est la capitale, mais la province du Sankourou. Non, je prends cet exemple. Moutantis, même pour toutes les autres provinces. Ça, c'est le problème. Deuxièmement, nous avons fait un travail de monitoring. Je salue les efforts qui se font au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement, pour numériser les secteurs de la vie nationale. Simplement parce que, avec la numérisation, ce qui est censé être une province pauvre ne l'est pas du tout. On a tenté une expérience ici avec la Banque mondiale dans un projet de renforcement des capacités en gouvernance. On a essayé d'accompagner 2 ou 4 provinces pour numériser, digitaliser les différents sites de mobilisation des recettes. Il y a une province voisine de Kinshasa qui produisait à l'époque 30 millions de francs congolais. Ça représentait 30 000 dollars. Et puis après, quand nous sommes allés vers la province, pour aider la province à pouvoir numériser ses recettes, on est parti après la numérisation, de 30 millions à 400 millions. Voilà. Et le 3e mois à 700 millions, jusqu'à atteindre 1 milliard par mois. C'est vrai. Ah ben oui. Et qu'est-ce qu'on a constaté?
parce qu'il y a eu traçabilité, il y a eu transparence. Eh ben, alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saboté les machines. Ils ont saboté les machines. Ah voilà, donc. Et puis on est descendu d'1 milliard à 120 millions. Et puis on est redescendu à 50 millions. Je prends encore un exemple d'une province de l'Est. J'ai travaillé à l'époque toujours avec la Banque mondiale, etc. Dans un site frontalier, 5 millions par jour de dollars, etc. 5 millions de dollars par jour. Par jour. À la frontière. À la frontière, à l'Est. Vous imaginez? Mais curieusement, non, c'est par mois. Il faut pas. C'est par 5 millions de dollars par mois. Par mois. Mais l'argent qui était envoyé, n'est-ce pas, à Kinshasa est déclaré, c'est 1,2 million. Lorsque la Constitution de 2006 avait retenu. Et l'autre partie allait où? Eh bien, vous savez, la volatilisation, je vais en venir. Et voilà, donc, on prend la décision, on dit les provinces devront retenir à la source 40% des recettes à caractère national. Qu'est-ce qu'on a constaté? On est parti de 1,2 million à 5 millions. Le troisième mois, on est parti à 7 millions, 10 millions par mois. Mais le Kinshasa, au lieu de donner cette opportunité aux provinces de pouvoir retenir à la source, il ne l'a pas fait. Alors maintenant, il a organisé les rétrocessions. Or, dans une étude que nous avons faite à l'époque, la rétrocession se faisait en proportion de 13% de ce qui représentait le volume d'argent qu'on devrait envoyer en province. 13%. 13%. Alors maintenant, la province en question, au lieu d'envoyer 10 millions, eh bien, il est redescendu à moins de 100 millions. Voilà. Donc, c'est que très clairement, chaque province a des potentialités de pouvoir mobiliser des ressources. Encore que bon, le gouvernement central, qui a de grandes compétences et qui a un droit de regard sur l'ensemble du territoire national, puisse accepter, internaliser, s'approprier du processus de décentralisation. Encore qu'aujourd'hui, sincèrement, la décentralisation souffre encore un peu, simplement parce qu'il n'y a pas de mesures d'application des 20 lois qui sont disponibles. Vous voyez, et donc ça pose un problème d'appropriation, etc. Et donc, si on... Et là, je réponds à la question pour les Sankourou. La Sankourou paraît aujourd'hui la province la plus pauvre. Mais et quelle pauvreté! Quelle pauvreté! Sankourou a 4 millions d'habitants, ne serait-ce que ce potentiel en termes de ressources humaines, ce qui est déjà une richesse. Le Sankourou a 42 secteurs et chefferies qui sont des entités territoriales décentralisées. Chaque entité territoriale décentralisée est censée être une républiquette avec une personnalité civile, un budget, un programme, avec une population. Et vous savez, généralement chez nous, pour être une ville, il faut avoir environ, tout au moins, 20 000 habitants. Nous avons combien de villes? Aujourd'hui, il y en a 2, mais dans les prévisions, on peut arriver jusqu'à 5. Vous voyez? Donc, il y a moyen. Outre, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'époque, le Sankourou était considéré comme le grenier agricole du pays. On peut avoir les images de Sankourou là qu'on utilisait pour l'illustration. Les riz venaient de l'Oja. L'huile de palme. L'huile de palme, les VA, les cotons, les cacao, tous les caféiers. Mais on a assisté. Il y a eu des coopératives, vous allez, il y a même des centres. Est-ce que dans la rivière Sankourou, par exemple, on peut organiser la pêche industrielle sur la rivière Sankourou? Oui, mais c'est une rivière. C'est une rivière. Et il n'y a pas que la rivière Sankourou, il y a l'Omela. Ouais. Quand vous quittez l'Omela, c'est l'Omela qui devient Tchouapa, qui s'est transformé en Rouki avant d'arriver en Bandaka, etc. Mais c'est une grande rivière qui aurait pu véritablement servir de terrain d'expérimentation pour enfluer, n'est-ce pas, la ville de Kinshasa en poisson, etc. Vous parlez d'une pêche industrielle. Ici, on n'en trouve pas, mais ce n'est pas au Sankourou qu'on va en trouver. Non, je pose une question, mais là, on parle de Sankourou. Bien entendu, mais en tant que gouverneur. Vous êtes là en tant que notable de Sankourou, et puis, vous savez, bientôt, on va organiser les élections de gouverneurs. Et alors, mais comment... Il faut organiser ces gens. C'est-à-dire, les gens doivent savoir ce que contient la province comme richesse. Oui. Vous comprenez? Est-ce que la province est capable
aujourd'hui ou demain de s'organiser pour s'épanouir, pour se développer. Oui, mais c'est ça, ce sont des questions que la population doit se poser, et puis les acteurs politiques également doivent se poser, pour voir comment organiser le développement de la province. On a vu par le passé des données que le Sankourou était une province de prédilection dans la Kassai orientale. Oui. Simplement parce que le Sankourou dispose aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on exploite encore la culture du café, la culture du riz dans le Sankourou? Ça a diminué sensiblement. Pourquoi? Ça a diminué, mais dans la mémoire collective, ça existe. Et je vais vous expliquer. Le Sankourou dispose d'un centre de recherche agricole, Mukumari, voilà, où tout est là, sauf que c'est inopérationnel. Heureusement que les fils du Sankourou, non équipés. Oui, les fils du Sankourou ont même facilité, remis la création d'un institut supérieur agricole. En fait, ça se retrouve dans plusieurs territoires aujourd'hui. On en trouve, ce sont des agronomes, des niveaux supérieurs, qui sont formés, qui peuvent véritablement servir d'encadreurs agricoles dans les différents territoires. C'est une potentialité. Le Sankourou a eu une dizaine de sociétés, que ce soit l'EVA. Et il y a eu des coopératives industrielles, vous imaginez, mais qui recoupaient les différentes populations. Vous allez voir dans les différents secteurs, certains secteurs de chez nous, ça c'est évident, qu'on a construit des maisons modernes. Oui. On appelait ça des agglomérations extra-coutumières. Des maisons modernes, mais ici de la participation des citoyens dans la coopérative et les dividendes. On voit ça, les maisons véritablement de la coopérative, n'est-ce pas, sont répartis à la population. Aujourd'hui, nous avons une partie savanière et une partie forestière. Et dans la partie forestière, il y a très clairement de bois. Ouais. Nous avons le wenge, le bois noir. Tout ça sont des richesses inexploitées aujourd'hui. Inexploitées. Mais pour quelle raison? Eh bien, inexploitées simplement parce que, vous savez, l'avion, la ligne aérienne la plus coûteuse du Congo-Kinshasa, c'est la ligne qui quitte Kinshasa-Lodja. C'est vrai. Eh bien oui. Est-ce qu'il y a un aéroport moderne à Lodja? Un aéroport qui ne peut pas supporter au-delà de 10 tonnes. Et vous avez vu, et Lusambo, qui est le chef-lieu aujourd'hui? Non, un aérodrome. Vous voyez? Et tout ça, ce sont des défis. Mais ce sont des défis à relever ce sont des par défis. La province. Ce sont des défis. Et donc, par le gouverneur qui sera élu, le vice-gouverneur, même l'exécutif de la province. Bien entendu. Est-ce que les hommes politiques en sont conscients? Parce que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les hommes politiques cherchent le pouvoir uniquement pour le pouvoir. Or, quand on doit rechercher le pouvoir pour mettre ce pouvoir à la disposition de la nation et à la disposition du peuple. Mais parce que, vous savez, depuis un certain temps, les hommes politiques viennent en politique sans projet social. Oui, il y a un problème. Il y a un problème d'horizon politique et d'offres politiques. Les gens sont choisis, non pas en fonction de leur offre politique, mais en fonction de leur beauté. Tu vois? Et de leur appartenance à un groupe politique. Bien entendu. Et ça, c'est un défi que nous avons. Dans le cadre de notre parti, pour avoir travaillé pendant 37 ans dans l'opposition. Bien entendu. Et pour avoir constaté un certain nombre de faiblesses au niveau du leadership transformationnel de l'État, nous croyons sincèrement qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons apporter des alternatives. Et c'est comme ça que je vous ai dit que, étant donné que nous avons des rivières, étant donné que nous avons des richesses, nous avons même du pétrole, nous avons du mercure, nous avons du diamant des joailleries, le diamant le plus coûté. Dans le Sankourou. Dans le Sankourou, nous avons le fer, nous avons le manganèse, etc. Mais écoutez, lorsque vous regardez le budget de la province... Et on ose dire que la province du Sankourou est la plus pauvre aujourd'hui au pays. Mais non. La pauvreté en termes de possibilités, mais en termes de potentialité, parce que c'est en termes de transformation de vos richesses. Bien entendu. Mais il faut... Mais potentiellement, le Sankourou est riche. Potentiellement, le Sankourou est riche. Il faut exploiter ces richesses-là et les transformer. Bien entendu, mais là, il faut avoir un leadership transformationnel, visionnel, qui voyage dans les temps et qui revienne et qui embarque. Et rares sont des Pourtant, nous connaissons beaucoup de leaders politiques du Sankourou qui ont défilé dans les gouvernements ici. Non, il ne faut pas dire ça. Défiler dans un gouvernement... Ils ont occupé des postes de commandement, c'est-à-dire qu'ils étaient influents quand même. Bien entendu. Ah là, tu as raison de poser justement, ils étaient influents. Cette question. Mais le gouvernement
vous savez, le gouvernement de la République, hein, l'État fonctionne en fonction des organes qui sont opérationnels. Et donc, ne peut obtenir, avoir un programme, avoir un budget, c'est le gouvernement central, c'est le gouvernement provincial, c'est le gouvernement local à différents niveaux d'atterrissage. Et si, au niveau du gouvernement, on n'a pas un budget qui permet véritablement d'opérationnaliser les actions au niveau des provinces, à ce moment-là, ça devient un problème. Certainement que vous avez raison quand vous dites, mais vous avez des députés, vous avez des ministres. Or, les discussions se font à l'intérieur des conseils de ministres, les discussions se font au niveau des assemblées, etc. Pourquoi ils ne parviennent pas? Là aussi, c'est une question aussi d'influence. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça reste véritablement des grands défis. Ça reste des grands défis, encore qu'aujourd'hui, plus que jamais, peut-être que vous ne le savez pas, je me suis pointé, n'est-ce pas, pour poser ma candidature comme gouverneur de province. Gouverneur de province. Ce n'est pas ici le lieu de faire votre propagande, donc je crois qu'on ne parle pas de ça. Non, j'ai donné un exemple parce que j'ai donné... okay. Parce que vous avez senti que vous devez agir. Je peux agir. Voilà, c'est très bien. J'ai un carnet d'adresses, pas moins de 30 ans, où je travaille avec des institutions, je connais les acteurs, je connais leurs objets sociaux, je connais les terrains, et je me dis, en fonction de ça, pourquoi je ne ferai pas œuvre-t-il en apportant voilà. Formation de développement rural de base, ça, oui. Etc. Travailler pendant plusieurs années dans bien de pays. Pourquoi je n'apporterai pas cette expertise? Mais quand cela ne tienne, c'est un problème de sens, de conscience de ce que représentent les acteurs politiques de chez nous. Et j'ai toujours sollicité sincèrement que si le consensus peut se dégager autour de ma personne, encore que j'ai consulté tout le monde, j'ai consulté tout le monde, et le souci c'est que il faut choisir l'un d'entre nous. Certes, on a eu une expérience par le passé, il n'y a pas eu une démonstration qui aboutit à une certaine performance institutionnelle, mais pourquoi pas ne pas aussi tenter l'expérience d'un parti aussi qui n'a pas eu l'occasion de gérer la République, notamment l'IDPS. Et si on peut tenter cette expérience, et qu'avec la gestion des contradictions démocratiques, si on trouve qu'effectivement on n'est pas en mesure de pouvoir booster la province peut-être qu'entendue, eh bien, c'est très clair qu'on puisse nous arracher, et nous serons n'est-ce pas, respectueux de la décision qui sera prise, parce que nous sommes conscients que nous avons du respect et de l'obéissance au tribunal de notre conscience. Okay. Alors, pour parler de développement, hein, enfin, si comment dirais-je, on veut se développer, on doit penser aussi à l'électricité. Parce que sans électricité, il n'y a pas de développement, parce qu'il faut créer des industries, des transformations et tout. Et pour que ces industries-là fonctionnent, il faut de l'électricité. Est-ce qu'on trouve de l'électricité dans le Sankuru? Et à part ça, il faut que la population soit bien desservie en eau potable. La desserte en eau potable est effective dans le Sankuru? Non. Je dois vous avouer que il y a 4 axes importants, hein, les actes qu'on appelle les actes de souveraineté, les axes de souveraineté d'un pays, et qui ont des répercussions dans les différentes entités et qui doivent servir véritablement des domaines de prédilection dans l'intervention des autorités locales. Vous avez parlé de l'électricité, certes, mais nous n'avons pas l'électricité, parce que même la SNEL est presque inexistante. C'est vrai ça, dans le Sankuru. Dans le Sankuru. Certainement qu'on peut avoir un groupe électrogène générateur, mais ces groupes électrogènes fonctionnent à partir du carburant et des lubrifiants. Mais c'est pas grâce des groupes, c'est pas par des groupes électrogènes qu'on peut créer des industries. Ah non, c'est pourquoi je vous l'ai dit. Mais lesquels regardez une agglomération par exemple comme Lodja, une agglomération de 1 700 000 habitants. C'est plus que la Guinée équatoriale. C'est pratiquement le Gabon. Et vous n'avez pas l'électricité. En tant que panafricaniste, vous maîtrisez tout ça. Voilà, non, mais il faut avoir des hommes politiques qui ont la maîtrise de leur pays. Ouais. On a eu des hommes politiques qui sont spécialistes en constitution, mais des hommes politiques qui ne connaissent pas leur pays et qui ont tendance à évoquer la constitution pour accéder au pouvoir et s'enrichir celle. Mais nous avons besoin des hommes et des femmes aujourd'hui qui sont capables de maîtriser dans les détails leur pays et qui sont capables d'avoir des alternatives et des offres politiques conséquentes. Parce que là, vous venez de dire des choses que beaucoup de gens ignoraient. On ignorait que dans le Sankuru, vous avez dit le diamant de joaillerie. Ça existe. Il y avait le pétrole. Le pétrole. Il y a 5 blocs, de pétrole identifiés. J'ai un ami ici à Brazzaville qui a réussi à délimiter un bloc de pétrole, mais qui lui vaut
la valeur de 10 milliards de dollars. Un seul bloc de pétrole. Mais nous en avons 5. Ça, c'est déjà identifié. Il faut délimiter pour en faire une valeur, de manière à négocier avec les investisseurs pour qu'ils viennent travailler. Il ne reste que cet exercice. Et avec les amis des spécialistes à la question, on m'a dit, monsieur Yamba, si vous avez 1,2 million, on peut délimiter ça. À ce moment-là, on peut même négocier avec des investisseurs à travers le monde. 1,2 million. Avec les moyens d'État, on est capable de le faire. Mais ça traîne. C'est comme si on mettait ça sous forme de... Je ne sais pas. Et donc, il faut des hommes consciencieux, des hommes qui pensent que la situation doit changer, et des hommes qui pensent que le matériel ne donne pas la valeur intrinsèque d'un homme. Mais malheureusement, nous avons connu des moments où c'est le matériel. On appelle ça en sociologie la théorie de la réification. Les hommes politiques s'évaluent en fonction de la chemise qu'ils portent, en fonction de la voiture qui lui roule, en fonction d'une maison. Mais il ne sait pas évaluer ses performances en fonction de l'homme qui reçoit ses services. Et donc, on est dans le matériel, on n'est pas dans la lutte contre la pauvreté. Vous n'avez qu'à suivre les différents discours qui passent à la télévision à longueur de journée. Vous allez sentir que bon, des hommes se font valoir, même des hommes se disputent, font la guerre politicienne, etc. Mais vous ne sentez pas des projets contre projets pour lutter contre la pauvreté. Regardez, dans la ville de Kinshasa, allez à Kimbaseke, 3 millions d'habitants. Et combien de parcelles sont desservies en eau? Alors maintenant, et l'électricité? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre voie pour opérationnaliser l'électricité aujourd'hui? Je suis très heureux, et cela, je salue le président de la République qui a pensé au projet des 145 territoires, qui porte sur 4 composantes. La première composante porte sur les infrastructures. Il faut restaurer tous ces territoires, y compris les Sankourou, vous imaginez. Mais évidemment. Et donc, toutes les nouvelles provinces doivent être construites. Bien entendu. Parce qu'on dit que Lusambo est le chef-lieu. Est-ce que Lusambo est véritablement une ville? Non. Parce que la ville, ce n'est pas seulement en termes de population. Non, mais c'est en termes d'infrastructure. D'infrastructure, oui, tout ça. On appelle des établissements structurants. Certainement qu'il y a un problème. À part Lusambo, Lodja, et puis il y a d'autres... Il y a Lomela, il y a d'autres villes. Il y a Kolé. Mais voilà, tout ça. Mais toutes ces villes-là... Est-ce que Tchoumbe, c'est une ville? Oui, c'est une commune. C'est une commune. Récemment, d'ailleurs. Il y a Amoureux Lando. Toi, qu'est-ce que tu connais du Sankoro, toi? Ouais. Tu parles de Tchoumbe. Toi, tu connais Tchoumbe? Oui, Tchoumbe, tu vas à Lumumba-Ville. Oui. C'est très important. La ville de Lumumba-Ville, oui. Mais qui doit être construite. Parce que cette ville, voilà, justement, c'est ça. Il y a eu la volonté du chef d'opérationnaliser cette ville. Heureusement que la maire de la ville a reçu, n'est-ce pas, un coup de pouce du président de la République, encore que cela soit programmé à l'intérieur de la province, pour voir comment cette ville doit recevoir des subventions nécessaires de manière à construire les attributs. Le projet de 145 territoires, certes, parle des territoires, mais on peut faire un réaménagement. Un réaménagement au niveau local, en privilégiant naturellement des agglomérations, en créant des éléments structurants, etc., qui permettent de drainer les gens, et cette augmentation de la population va permettre à ce que les gens payent des taxes et compagnie. Mais le civisme fiscal pose problème. Les gens réclament des routes, les gens réclament... L'administration est très bien organisée dans le Sankoro pour que la population puisse payer les impôts et tout ça. Il y a assez d'hommes d'affaires dans le Sankoro? Pas beaucoup. Ce sont des commerçants qui n'ont pas beaucoup de capacités, mais qui n'ont pas de banques et qui donnent des crédits. Voilà. Si vous allez dans une banque, toutes ces banques qui sont aujourd'hui, c'est une trentaine en fait. Vous y allez, on vous donne un crédit aujourd'hui, et quel crédit? Tout ça, c'est parce que ce sont des banques qui appartiennent aux étrangers. Non, mais c'est des étrangers qui font la terreur. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Vous prenez l'argent nous, Congolais, nous devons organiser pour créer nos propres banques. Et à la fin, vous payez le bonus. Vous n'avez même pas encore le bonus, mais il faut payer. Voilà. Ça, c'est un danger public. Mais heureusement pour le président de la République, il a pris l'option de pouvoir mettre en place un fonds de garantie pour tous ces jeunes gens qui ont besoin véritablement de travailler dans le sens de l'entrepreneuriat et qui ont des projets bancables. Ce fonds devra s'occuper naturellement pour appuyer cette pépinière de millionnaires. Mais il y a également
ce qu'on appelle la banque de développement rural, que je peux appeler la banque de crédit agricole. Il y a beaucoup de gens qui sont des exploitants agricoles. Quand vous regardez dans les Sankourou, que ce soit à Lomila, que ce soit à Lodja, que ce soit à Katako, etc., il y a des instituts supérieurs d'études agronomiques qui produisent des personnes qui sont capables de devenir des exploitants agro-industriels. Mais écoutez, tous ces jeunes gens ont des phares de chemises en train de chercher du boulot. On pouvait véritablement leur donner des espaces. 104 000 km², des espaces. Encore, quelle densité? 12 seulement. 12 personnes par kilomètre carré. C'est encore maigrichant. Et on a besoin de ces gens. Non seulement ils doivent être recrutés pour faciliter l'encadrement des paysans, mais ils doivent véritablement aussi recevoir des crédits de l'État pour qu'ils s'installent comme des agro-industriels. Ça, on en a besoin. Et ils vont engager d'autres personnes, ils vont encadrer, ils deviendront des modèles référentiels des villageois. Et on va augmenter la production, on va créer des coopératives de production, des coopératives de commercialisation, des coopératives d'épargne et de crédit. Et on va commencer au niveau du village, naturellement, à donner des crédits et à épargner l'argent. Et on va véritablement créer des agglomérations qui peuvent servir de référence. Ça, on en a besoin. Et c'est comme ça que les gens entendent les projets de 145 territoires. Parce qu'il ne faudrait pas qu'un projet, ce projet se réalise en termes de recettes. Mais il faut que ce soit une animation pour redonner un état d'esprit, une déprogrammation mentale, et une décolonisation psychologique, et une relance d'une dynamique de développement sur l'ensemble du territoire national. Et ça sera fait également. Moi, ce qui m'étonne, vous savez, M. Norbert Yamayama, c'est le fait que l'État congolais ne parvient pas à s'organiser pour exploiter et transformer ses richesses. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un problème. Là, je vais te parler comme panafricaniste, tout en se référant naturellement du projet de mon parti. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que nous savons fonctionner dans un paradigme fondamentalement occidental qu'on appelle le paradigme hérocentrique, à rentabilité externe. On laisse les étrangers venir s'installer ici, exploiter nos richesses et tout ça, s'enrichir et puis partir. Nous-mêmes, nous sommes incapables de nous organiser pour exploiter ces richesses, les transformer. Je voudrais vous expliquer, et c'est très important. Et puis, essayer de voir comment exporter l'excédent. Je voudrais vous dire, cher Dieudonné, qu'il y a un problème. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, on n'aura pas de solution. Je vous ai dit que nous vivons dans un paradigme hérocentrique. C'est l'Occident qui est l'unité de mesure. C'est l'Occident qui a l'idéal civilisationnel. C'est l'Occident qui est l'unité référentielle. Est-ce que l'Occident nous empêche d'exploiter nos richesses? Oui, mais l'Occident ne nous empêche pas, mais il a mis en place un système où il y a des entités, il y a le centre et la périphérie. Le centre, ça veut dire, c'est eux qui ont des industries, c'est eux qui viennent exploiter, nos richesses potentielles, le cuivre, le manganèse, l'or, le cobalt, etc. Et au lieu d'exploiter ça et de les transformer ici sur place, on les amène chez eux. C'est là, excusez-moi de donner, parce que c'est un débat fondamentalement intellectuel. Et c'est là qu'on va transformer pour produire des richesses. C'est là qu'on va créer de l'emploi pour permettre à leurs jeunes gens de trouver du travail. Entre-temps, chez nous, on n'a que les yeux pour regarder partir nos richesses. Comment pouvez-vous imaginer une grime, par exemple, d'un rayon de 200, le bois d'un 200 cm. J'ai travaillé avec la Banque mondiale, j'ai fait le monotorie jusqu'à Anvers, en Belgique. C'est 14 000 $. Regardez combien de grimes qui quittent Kinshasa pour aller en Europe. Pourquoi on ne transformerait pas ici? Pourquoi on ne fabriquerait pas des tables? Pourquoi on ne fabriquerait pas des chaises? Pourquoi nos écoles manquent de bancs? C'est ce qui m'étonne, moi. Je suis allé à Bikoro. Vous entrez au bureau de l'administrateur du territoire, en dehors de sa chaise, qui a daté de 30 ans ou 40 ans. Et donc, il n'a pas de chaise pour recevoir les gens. Non. Je m'excuse beaucoup, monsieur l'administrateur, il ne faut pas maintenir rigueur. Et donc, entre-temps, il y a 8 sociétés qui exploitent le bois. Et qu'il y a ce qu'on appelle le fonds de redevance coutumière. Il y a des fonds qu'il faut rétrocéder à l'entité. Mais on est incapable, ne serait-ce que de donner le bois pour qu'on arrange les écoles. Parce qu'en réalité, l'article 69 du Code forestier voudrait qu'on puisse mettre en place ce qu'on appelle des actions socio-économiques. Pourquoi on ne construirait pas des écoles modèles? Pourquoi on ne construirait pas des centres de santé modèles? Mais entre-temps, ces gens prennent, ils s'en vont. Et quand ils sont ici, ils s'entendent avec tel ou tel ministre de l'Environnement, etc. On donne de l'argent et c'est tout. Ils arrivent au niveau du gouverneur, ils s'entendent avec le gouverneur, ils donnent de l'argent. Et l'entité de provenance de bois ne bénéficie sur rien. Tout cela faisant combine montre très clairement qu'il faut qu'il y ait des hommes
et des femmes aujourd'hui déterminées à transformer le pays. Nous sommes une grande nation, 80 fois plus que la Belgique, 100 fois plus que les Rwandais qui s'amusent avec nous. Nous sommes 4 fois et demi plus que la France, 5 fois plus que l'Angleterre, 5 fois l'Allemagne fédérale. Donc nous sommes une nation, un sous-continent. Avec toutes les potentialités pouvant nous permettre de nous développer sans problème. Eh bien oui, nous avons ces potentialités, mais il faut suivre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les discours, le président, je le vois très volontariste, etc., en train de se battre. Vous parlez des Occidentaux, mais aujourd'hui, il y a aussi les Asiatiques qui envahissent le pays. Non, les Asiatiques ont trouvé un terrain de prédilection, où même les graines pourries germent bien. J'ai été avec un ami aux études en Belgique, et j'ai terminé par là. Et il m'a dit, c'est un Chinois, on était dans une même salle, il m'a dit, Norbert, tu sais, nous sommes venus ici, pas pour apprendre les Occidentaux, mais pour apprendre comment ils vous ont dominé. Voilà. Et on nous a dit que il faut qu'on vous prenne l'un à l'autre, etc. Et vous aurez des bourses pour venir chez nous. Et nous aurons des hommes, les points focaux, des hommes de relais, comme les Belges l'ont fait avec nous, où on a eu des gens évolués. Et donc, ces gens-là, ils vont commencer à multiplier le terrain, nous donner des espaces et compagnie. Et donc, l'Occident est à moitié par l'Orient, la Chine, l'Inde, la Corée, etc. Tous ce sont sur ces terrains-là et pratiquent ce qu'on appelle le paradigme. Vous savez qu'aujourd'hui, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, ce sont des États civilisationnels. À l'instar des Occidentaux, ils ont inventé leur propre paradigme et ils partagent le paradigme à rentabilité externe. Nous, on croyait que les Chinois étaient nos amis du tiers-monde, encore qu'ils ne croient même pas à ça, et ils viennent, au lieu de mettre en place des industries pour permettre la transformation de nos richesses, ils font la même chose. Et ils font dangereusement parce qu'ils sont même dans les mines en train d'exploiter les artisanaux. À la différence même des Occidentaux. Donc la situation est grave. Si on n'a pas des hommes politiques qui ont des alternatives, qui ont une vision, qui ont une torche pour éclairer l'avenir, et qui travaillent dans la recherche des solutions, pas des gens qui pililent à longueur de journée avec des incantations, fonctionnant dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque, aucune alternative, aucune proposition. On va faire des siècles. Et là, je termine. Le PNUD a fait une étude en 2000. Le PNUD a dit, si le Congo voudrait revenir à la situation de 1960, il doit faire 75 ans. 75 ans pour revenir. Parce que nous, on était à 368 $ par habitant par an. Nous étions au même titre que le Canada, qui est aujourd'hui devenu G8. Nous étions au même titre que la Corée, qui est devenue la 10e puissance économique du monde, avec 1300 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Nous, on n'a que 50 000. Nous étions au même titre que l'Afrique du Sud, qui a aujourd'hui 400 milliards de dollars. Mais nous n'avons que 50 milliards. Nous n'avons que 500 $ par habitant par an, au moment où la Corée, qui était au même titre que nous, on dépassait un peu, la Corée aujourd'hui, 1300, 10e puissance. Donc, nous avons intérêt aujourd'hui, si nous ne changeons pas notre manière de faire les choses, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, parce que l'opposition, même jusqu'à preuve du contraire, ne dit pas ce qu'elle peut faire pour le Congo. L'opposition dit, enlevez-moi cet homme, moi je vais entrer. Mais il ne dit pas ce que lui doit faire, à la différence de celui qui est venu d'arriver. Et si on n'a pas des hommes lucides, des hommes qui voyagent dans les temps, 200 ans, 300 ans, qui reviennent, qui embarquent pour montrer la boussole et la voie à suivre. On va faire des millénaires. On sera toujours des bébés sous biberon et on va continuer à plairer. Et nous, là, on se met debout. Nous disons qu'il faut poser les jalons. Il faut poser un premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. Nous prenons cette responsabilité. Encore qu'on nous donne cette opportunité, cette chance chez nous, pour qu'on puisse ne serait-ce qu'expérimenter à petite échelle ce que nous sommes capables de faire en termes d'alternatives. Merci beaucoup, M. Norbert Yamayama. Je rappelle que